Tom Benoît, bonsoir. Vous êtes essayiste et entrepreneur, spécialiste iconoclaste de l'économie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont Aphorismes sur l'architecture. Vous avez fondé en 2023 la revue Géostratégie et vous êtes partenaire de Face au territoire sur TV5 Monde, émission où vous malmenez les politiques de haut rang tels que Bruno Le Maire qui s'en souvient encore. L'épargne des Français va se faire aspirer par le nouveau projet de loi finance. Le gouvernement va vouloir taper dans l'épargne pour rembourser la dette, équilibrer le budget. À quel point ça va mal se passer ? Alors déjà, malmené, c'est pas le mot juste. Moi, je pense que quand on est politique, quand on est élu de la République, ou quand on est nommé dans un gouvernement, on se doit de répondre à des journalistes, quels qu'ils soient, et quel que soit leur bord ou leur sensibilité. Il y a des journalistes de gauche, de droite. Moi, je suis neutre, d'ailleurs, je suis ni de droite ni de gauche en tant que journaliste. Après, j'ai des opinions comme tout le monde, mais je vois beaucoup de journalistes à tendance, c'est pas vraiment en gauche d'ailleurs, mais d'une tendance qui est socialo-mondialisée, disons. On appelle ça les démocrates officiellement aujourd'hui, mais c'est pas vraiment de la démocratie, au contraire, c'est une socialo-mondialisation. C'est-à-dire qu'on considère qu'il doit, et Emmanuel Macron l'affiche assez clairement. J'ai écouté un entretien au Collège de France, enfin un colloque, une conférence, il était accompagné de Mario Draghi il y a quelques jours, au cours duquel le président de la République disait « Il va falloir assumer le fait que nous aurons peut-être dans l'IA, dans le médical, un champion, et que ce champion sera polonais, français, italien, dans d'autres registres, il ne parlait pas de l'IA, mais... et que dans certains registres, nous n'en soyons pas, français ou allemand ou italien. » Et ça s'appelle la mondialisation. Ça s'appelle une économie très mondialisée. Et de l'autre côté, vous avez le même bord, ce bord donc qui va vraiment de ce qu'on appelle la gauche, l'extrême gauche, à la droite presque extrême, dur, donc jusqu'aux républicains en quelque sorte, et même le Rassemblement national, mais un échiquier politique assez large qui s'entend malgré tout sur un État omniprésent, un État très fort, un État vraiment, mais finalement de moins en moins protecteur par ailleurs. On s'en aperçoit avec la sécurité sociale, les réductions, voilà, la délégation même d'une part de la sécurité sociale vers des mutuelles privées, près d'1 milliard vraisemblablement. Et ça, c'est du socialisme. Donc c'est pour ça que je parle de socialo-mondialisation. Donc vous avez des journalistes qui sont plutôt à gauche parfois, et qui vont malmener des personnes qui sont nationalistes, c'est même pas une question de droite, là. Et puis après vous avez des personnes qui sont plutôt libérales, libertaires, plutôt à tendance nationaliste, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire à respecter les frontières, vous appelez, voilà, pour paraphraser, et sont des journalistes, voilà, dont la catégorie à laquelle j'appartiens un peu plus, et qui malmènent pas des politiques, c'est pas le but. Moi, j'ai de très bons rapports avec je le dis sans heurter personne, vraiment, avec des macronistes, avec des personnalités du Rassemblement national, des représentants de la France insoumise, des écologistes. Il n'y a pas de raison d'avoir de mauvais rapports, quoi qu'il en soit, mais je pense que chacun doit assumer ses responsabilités et ses positions. Et si vous êtes journaliste, vous devez assumer de prendre des risques, et si vous êtes politique, vous devez assumer de prendre des risques en répondant aux questions des journalistes. Voilà. Une petite pause pour vous informer que le 14 décembre prochain, je suis convoqué comme directeur de la publication de Frontières à la 17e chambre correctionnelle de Paris suite à une plainte de SOS Racisme contre votre média. Cela fait suite à de nombreuses plaintes, dont celle du CCIF. Si vous souhaitez nous soutenir, participez à notre campagne de dons défiscalisés. Ça nous permet de mener la lutte. Bonne vidéo. En attendant, quand ils sortent de votre plateau télé, en général, ils sont un peu sonnés. Non, sonner, pas vraiment, parce que vous savez, quoi qu'il en soit, moi, je m'adresse à des personnes qui sont adultes et responsables. Donc la problématique vient plutôt du fait que dans l'échiquier politique, vous avez beaucoup de personnalités qui sont des acteurs, entre guillemets, mais encore, ça a toujours été le cas. Les ministres n'ont jamais été les instigateurs de toutes les démarches politiques. Vous avez toujours eu des hommes de l'ombre. Aujourd'hui, il y a aussi des femmes de l'ombre. C'est pas anodin, je dis des hommes de l'ombre, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de femmes de l'ombre. Il y avait uniquement des hommes de l'ombre. Mais encore plus... C'est pas vrai. Il y avait Marie-France Garot, par exemple. C'était une femme de paille, c'était pas une femme de l'ombre, Marie-France Garot. Il y avait presque pas de femmes à l'époque, il y avait Simone Veil et Marie-France Garot, et Giscard d'Estaing, ces administrations-là, si on peut les qualifier ainsi, avaient été obligées de sélectionner des femmes, de caster, comme on dit aujourd'hui, des femmes, pour porter des projets comme l'IVG, justement, des projets de loi comme l'IVG.
Et il y en avait si peu qu'il fallait bien choisir parfois entre Marie-France Garot ou Simone Veil, mais Marie-France Garot comme Simone Veil, et surtout Simone Veil, n'étaient pas, je suis désolé de le dire, des instigatrices. Elles n'étaient pas des femmes politiques à part entière, elles étaient des femmes qui étaient sélectionnées, qui étaient invitées à faire de la politique et de la représentation politique. Mais au même titre que des hommes de l'époque aussi, hein. Il y avait beaucoup d'hommes politiques qui n'étaient pas c'était des poulains aussi, c'était pas des hommes libres. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu plus le cas. Ça m'aperçoit, j'entendais Lucie Castet qui donnait une interview il y a quelques jours, et une dame qui l'interroge, lui demande « Mais est-ce que vous y avez vraiment cru être nommé Premier ministre ?» Et Lucie Castet dit « En tout cas, c'est, mot pour mot, le rôle qu'on m'avait demandé de jouer. » C'est quand même très évocateur, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont invitées aujourd'hui à jouer un rôle pour potentiellement ensuite endosser le rôle de Premier ministre, ou Première ministre en l'occurrence. Ça n'est jamais arrivé. Et à tel point que je pense que si Emmanuel Macron n'a pas nommé Lucie Castet Première ministre, alors que le Rassemblement national est arrivé en tête des voix, 11 millions de voix. Il y a une alliance, tout le monde l'a présenté ainsi. Alors, on va euphémiser, mais peu légitime, pour ainsi dire, qui s'appelle le Front Populaire, qui est créé à brûle-pourpoint pour contrecarrer le Rassemblement national. Et il se trouve que c'est cette alliance, et pas les Républicains ou pas la Macronie, la République en marche, Renaissance, qui remporte l'élection. Et malgré ça, Emmanuel Macron ne prend pas le risque, ne court pas le danger de nommer Lucie Castet Première ministre. Pourquoi ? Parce que Lucie Castet, tout poulain, je ne veux pas dire pouliche là parce que ça serait mal perçu, mais toute actrice qu'elle était, elle l'assume, elle l'avoue, elle l'admet, elle a la franchise, l'honnêteté de le présenter, qu'elle était et qu'elle est, a probablement des opinions qui sont divergentes de celles d'Emmanuel Macron sur la mondialisation. Et elle aurait fait passer le SMIC à 1 600 € très rapidement, quelques semaines après sa prise de fonction. Et là, une fois que vous faites passer le SMIC à 1 600 € par mois, il n'y a plus de retour en arrière. Vous remettez pas un Bernard Cazeneuve ou Michel Barnier 3 mois après en disant on refait passer le SMIC en dessous et pas 1 600 €. Et voilà pourquoi Emmanuel Macron n'a pas nommé Lucie Castet Première ministre et n'a pas couru ce risque-là. Donc, tout l'échiquier, ensuite je vais vous répondre sur l'épargne, mais pour présenter, parce que pour être vraiment très précis, mon but ne sera jamais de malmener les politiques, quels qu'ils soient. Mon but est je suis journaliste et je ne ferai pas de politique. Je ne serai pas député, j'appartiendrai à aucun parti, et je pense qu'un journaliste ne doit pas appartenir, quoi qu'il en soit, à un parti politique. Mais par contre, je pense que quand on est journaliste, on n'a pas le droit d'exprimer des opinions politiques pour soutenir un parti politique, mais qu'on a le droit de soutenir son pays, sa patrie, et en l'occurrence la France. Et s'il était demain interdit d'être patriote, je ne serais plus journaliste. Ça ne m'intéresserait plus. Mon combat de tous les jours dans mon activité de journaliste, en tout cas pour cette partie de ma vie professionnelle, c'est de contribuer à faire évoluer la condition du pays, et de contribuer, mais très modestement, je le dis sans être... Je suis rien du tout, entre guillemets. Je suis... le déserteur, le coupable à ce niveau-là, mais un parmi d'autres. Il y en a trop peu, selon moi, il y en aura de plus en plus. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis sont quasi sauvés aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient pas dans le même déclin que nous. Mais je suis de ceux qui veulent éveiller les consciences et contribuer à dire aux gens, en quelque sorte, il y a des bases, des règles, en quelque sorte, desquelles il ne faut surtout pas déroger. Et parmi celles-ci, vous avez l'intégrité physique, vous avez les libertés individuelles, vous avez l'économie de marché, vous avez le sens de la propriété, et à partir de là, vous devez réfléchir tous ensemble, bien sûr, en vous faisant des coups tordus, probablement. Des trahisons, des coups tordus, il y en a toujours eu, dans la politique, dans le journalisme, dans les affaires, c'est un classique. C'est pour ça que quand j'entends parler de complotisme, mais la vie des affaires, pour tous ceux, moi je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans, des complots, j'en ai vécu tous les jours. Il n'y a pas eu un jour sans complot. Et dans la vie sentimentale, il y a des complots, peut-être pas tous les jours aussi, mais il y a des complots assez régulièrement aussi. Mais je veux dire par là que on vit une époque au cours de laquelle on essaie de catégoriser des choses qui en réalité sont des évidences, et en même temps on assiste à une inversion des valeurs. Inversion des valeurs dramatique, parce que
moi, par exemple, je suis profondément écologiste. Mais, par ailleurs, je trouve que les représentations de l'écologie par Europe Écologie Les Verts ou par le maire de Grenoble, Éric Piolle, par exemple, ou d'autres personnalités comme celle-là, comme celle-ci, ne va pas du tout dans le sens de l'écologie. Donc vous ne pouvez plus, à partir de là, vous afficher en disant « je suis écologiste » ou « je suis féministe ». Parce que si vous êtes féministe au sens de soutenir Jane Fonda en 1970 ou Catherine Deneuve, ou de soutenir une femme qui est forcément, je fais pas de stigmate là aussi, je veux vraiment pas que ce soit mal accueilli, mais qui est forcément lesbienne, parce que les féministes aujourd'hui, dans les médias, doivent forcément avoir les cheveux courts, gris, avoir une représentation en tout cas homosexuelle, et donc elles sont féministes. C'est pas forcément ça. Moi je connais beaucoup de femmes qui sont pas lesbiennes, j'ai rien contre les lesbiennes par ailleurs, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'homophobie, certainement pas, c'est vraiment pas, mais je connais beaucoup de femmes qui sont pas lesbiennes, qui sont hétérosexuelles, qui sont très féminines et qui sont féministes. Et on peut avoir envie aussi aujourd'hui de soutenir ces femmes-là, de soutenir cette féminité-là, de dire cette féminité-là, elle nous plaît, elle me plaît, et on a le droit de dire ça me plaît, ça me plaît pas aussi. Et moi je le dis, et je m'accorde une forme de liberté que peu ont aujourd'hui et que peu osent encore s'octroyer, qui est de dire la beauté, la juste direction existe, ne croyez pas qu'elle n'existe pas et qu'elle est négociable. Et que quelqu'un, un censeur, pourra toujours venir vous voir en disant non, si vous dites que ceci est mieux que cela ou que ceci est plus beau que cela, vous devez forcément le prouver, le justifier et apporter une légitimité par rapport à ce qui est nos codes, ce que sont nos codes et pas les vôtres. Non, la beauté de la vie existe, il y a une juste direction. Les problèmes de santé publique, aujourd'hui, sont niés par une grande partie de l'élite dirigeante. Et c'est ce qui me fait à la rigueur le plus de peine, même plus que les libertés économiques, parce que sur l'économie, je vais vous dire individuellement, je suis pas très inquiet, je m'en suis toujours sorti, je suis pas héritier, je précise que j'ai hérité de rien, et que j'ai toujours travaillé depuis vraiment mon plus jeune âge, depuis mes 18 ans. Et que je vois bien que la situation politique aujourd'hui abîme l'économie du pays, qui va être de plus en plus difficile pour les jeunes d'entreprendre, de travailler, de vivre de leur travail, mais surtout d'avoir la possibilité d'avoir de grandes ambitions, et que toutes celles et ceux qui vont avoir envie d'assouvir leurs besoins à la hauteur de leur nature vont partir à l'étranger. Et c'est pour ça que moi je suis pas inquiet, parce que je quitterai le navire, forcément. Tout le monde le quittera. Personne ne restera ici. Personne ne restera dans un pays dans lequel il sera parfaitement impossible d'entreprendre. Vous avez des puissances publiques qui frappent à la porte de tous les entrepreneurs aujourd'hui, de tous les propriétaires. On a fait passer un dossier dans Géostratégie Magazine sur des propriétaires qui ont reçu un courrier de l'autorité de l'agence de l'habitat, qui réclame une partie de l'aide qui avait été apportée par rapport au plan qui s'appelle... comment s'appelle ce plan pour MaPrimeRénov'. Et vous avez dans l'intervalle, en parallèle, un député Horizon, certain monsieur Jolivet, qui a fait passer un amendement à l'Assemblée nationale, qui a été voté, et qui empêche en quelque sorte tous les propriétaires qui ont bénéficié des aides MaPrimeRénov' de revendre pendant 10 ans. Et s'ils revendent au cours de ces 10 années, ils vont devoir, en proportion, il y a un abattement année par année, ils vont devoir rembourser 70 000 euros, 80 000 euros, à hauteur de l'aide de l'État qui a été apportée. Donc ça veut dire que l'État vient frapper à la porte des propriétaires, leur dit « ça ne coûte rien, ça va vous coûter 1 euro symbolique, et on va isoler votre maison, on va installer une pompe à chaleur, une chaudière, et... Enfin, ça ne coûte rien à la personne qui le fait. Voilà, mais ça coûte au contribuable. Ça coûte au contribuable, ça c'est aussi un autre problème, parce qu'en France, il y a aussi cet état d'esprit qui est que si un secteur marche pas, on le subventionne, et si un secteur marche, on le fusille, littéralement. Et là, en l'occurrence, on va sur un secteur qui, c'est même pas qui marchait, parce que l'immobilier, ça marchait pas plus que ça, mais ça faisait pas de bruit, c'était dans une période de calme, voilà, il y avait une bulle spéculative qui n'avait pas explosé, mais la situation aurait pu revenir à la normale. Mais non, malgré ça, l'État se met dessus en disant « Bon, allez, on va encadrer tout ça par le logement social, par les rénovations. » Et là, vous avez un État qui cherche, cloutant en quelque sorte, qui cherche de l'argent partout où il peut en trouver. Et cet État, et ça c'est sans précédent,
arrive à frapper à la porte des propriétaires en disant « on vous avait promis une aide, et finalement, on ne vous l'accorde plus, vous n'êtes plus éligible, et vous avez des centaines de milliers de personnes qui ont reçu des courriers, et qui se reconnaîtront d'ailleurs en disant « finalement, après étude de votre dossier, nous nous sommes rendus compte que vous n'êtes pas éligible au plan MaPrimeRénov'. Donc vous allez devoir rembourser à hauteur de tant de milliers ou tant de dizaines de milliers d'euros. » Ça, j'aurais qu'une seule formule pour le dire, qui est assez enfantine et prosaïque, ça ne peut pas marcher. C'est tout. Et ça ne peut pas marcher, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez forcément avoir un délitement de la nation, un délitement de la société, et que les propriétaires vont se dire « bon, garder de l'immobilier en France, ça me fait peur, parce que je vois bien que d'une façon ou d'une autre, le gouvernement, la puissance publique va venir frapper à ma porte en me disant « cet immobilier, on va vous le ponctionner par une surtaxation directe ou détournée », donc là je parlais des aides sur les rénovations, mais aussi sur l'augmentation des barèmes sur l'impôt sur la fortune immobilière, sur plein de choses de cet ordre-là. Donc vous avez des propriétaires qui vont partir, qui vont aller investir dans d'autres pays, qui vont essayer de vendre leurs biens, donc vous allez avoir une crise de l'immobilier à ce niveau-là. De l'autre côté, vous avez... Ça risquerait de faire baisser les prix de l'immobilier, c'est tout. C'est évident, mais les prix de l'immobilier en France vont s'effondrer, quoi qu'il en soit, pour plusieurs raisons. L'immobilier, ça tient par rapport à l'économie de marché. Ça tenait par rapport à l'économie de marché. J'ai interviewé un ministre, ancien ministre du Logement, qui m'a dit un jour, très sympathique par ailleurs, qui m'expliquait qu'il fallait absolument que les prix de l'immobilier s'abaissent de 30% en France, parce qu'il y avait une crise du logement. Et je lui ai répondu, il n'était plus en fonction, je lui ai répondu, mais monsieur le ministre, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous souhaitez qu'il y ait un appauvrissement de 30% sur le patrimoine de la plupart des Français, puisque la plupart des Français détiennent de l'immobilier dans leur patrimoine. Et il m'a répondu, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Sous-entendu, ça n'est pas grave. C'est pas grave. Oui, mais le propriétaire l'entend pas de cette oreille-là. Si vous êtes propriétaire aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des parties dans le monde qui fonctionnent encore. Les États-Unis, encore plus qu'auparavant, le Moyen-Orient, même d'autres pays d'Europe, même la Suisse par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez garder votre immobilier en attendant qu'on vous le saisisse ? Non, vous allez le vendre. Par ailleurs, vous sanctionnez toutes les communes et vous leur demandez de construire des logements sociaux à tour de bras. Ça veut dire que vous allez créer une concurrence déloyale dans des communes pour des propriétaires privés qui parvenaient à louer jusqu'à présent à des locataires, qui bénéficient eux-mêmes des aides de l'État, mais là c'est encore un autre sujet. Mais là c'est directement l'État qui va payer à l'État, donc les collectivités, après je veux dire les bailleurs sociaux, mais qui va payer à l'État pour des personnes qui ne créent pas de richesse puisqu'elles sont logées sur le compte de l'État. Donc vous n'avez même plus un propriétaire privé qui va pouvoir profiter malgré tout d'une aide de l'État qui était octroyée à un locataire qui n'avait pas les moyens de se loger. Donc à partir de là, vous avez un double appauvrissement. Vous avez un appauvrissement pour le propriétaire privé et pour le locataire. Donc le marché de l'immobilier, évidemment, va subir une crise sans précédent. Parce que même s'il y a un assouplissement monétaire, ce qu'il va y avoir, parce que la Banque Centrale Européenne va être obligée, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mais cette semaine ou la semaine prochaine, mais d'ici décembre et le printemps 2025, toutes les 6 semaines, les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, donc Banque de France y compris, vont être obligés de revoir totalement leur trajectoire. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé un type qui s'appelle Donald Trump aux États-Unis, et qui n'est pas illibéral comme il est présenté ici, mais au contraire qui est ultra-libéral. Et être ultra-libéral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire de la réelle politique. Donald Trump n'est pas européen, il est américain. Donc on va pas lui en vouloir de défendre les États-Unis, et il va les défendre. Et je peux vous dire que tout ce qu'il fera, y compris au niveau des droits de douane, ne sera pas, comme l'espèrent ou comme le voudraient certains, inflationniste pour les États-Unis. Au contraire, ça va être protectionniste. Et ça va rendre les Américains plus riches. Et ça va rendre les entreprises américaines beaucoup plus riches. Et ça va faire que l'épargne du monde entier va être orientée vers les entreprises américaines. Pas seulement de la tech, les entreprises, tout confondu, par la voiture électrique, Tesla, il y aura des rancœurs probablement, toutes les entreprises qui auront été dirigées par des personnes qui ont allègrement soutenu Kamala Harris vont probablement pâtir de certaines décisions de Donald Trump et il y aura un bénéfice accordé aux entreprises qui auront soutenu Trump. Mais à partir de là, vous allez avoir de l'activité partout aux États-Unis. Vous avez des équipementiers qui vont installer des usines aux États-Unis, parce que s'il y a des droits de douane, les entreprises américaines qui sortent forcément des véhicules, que ce soit thermiques ou électriques, vont devoir s'alimenter auprès d'équipementiers américains. Et qu'est-ce qui va se passer ici ?
on va se retrouver avec notre économie qui était déjà à zéro, avec une banque centrale qui avait déjà pas les mêmes marges de manœuvre que la banque centrale américaine, la Federal Reserve, et qui va être obligée d'abaisser, elle, ses taux directeurs encore plus que prévu pour soutenir un petit peu l'économie, mais surtout pour pas que l'économie de l'eurozone, de l'eurosystème, parte totalement dans la poudreuse, totalement à la dérive. Mais l'assouplissement monétaire auquel on va assister cette fois-ci ne va pas du tout profiter, comme il profitait précédemment, à une forme d'économie libérale. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir beaucoup de propriétaires ou primo-accédants qui vont pouvoir acheter leurs biens ou un autre bien parce qu'il va y avoir un assouplissement monétaire. Là, jusqu'à présent, le marché de l'immobilier, il était paralysé partiellement par les politiques monétaires. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Vous avez des clients qui sont des acheteurs ou des épargnants, enfin des primo-accédants, des accédants, en tout cas les acteurs d'un marché de l'immobilier qui ne sont pas dépendants des taux, ils sont dépendants de leurs revenus, et ils n'en ont plus de revenus. Donc même si les taux sont bas, cette partie en tout cas du portefeuille de clients ne pourra pas acheter de biens immobiliers. Donc c'est pour ça que vous allez avoir une crise de l'immobilier également dans des pays, et surtout dans des pays comme le nôtre. Vous avez une maire à Paris qui vous dit... Madame Hidalgo, on fait voter un plan local d'urbanisme bioclimatique. Plan local d'urbanisme bioclimatique avec 800 immeubles pastillés, ce qui signifie que les propriétaires de ces immeubles pourront, au gré des événements, s'ils font des travaux dans leur immeuble, être sommés de vendre leurs biens à la mairie de Paris. Donc à un prix préempté. Vous connaissez le prix préempté, généralement c'est 20% du prix de marché, de la valeur de marché, ou de transformer une partie de leurs biens en logement social. Mais ça, c'est pas du libéralisme. C'est de la supercherie, comme je dis régulièrement. Ça s'appelle un bras d'honneur fait directement au droit de propriété. Ça veut dire que vous avez... un État qui repose quand même sur le sens de la propriété, partiellement, un peu comme aux États-Unis, mais c'était quand même le cas dans ce qu'on appelait nos démocraties libérales. Donc le principe des démocraties libérales, c'est Fukuyama, j'en parle parce que je le dis régulièrement, mais c'est assez important, c'est d'une part la démocratie, ça veut dire qu'on ne censure pas les libertés, donc pas non plus sur les réseaux sociaux, et d'autre part le libéralisme. Libéralisme, c'est quoi ? C'est l'économie de marché. Donc on se dit, le marché va faire la loi de l'économie, et la démocratie va faire la loi de la politique, qui, elle, va contrôler le marché. Donc, les néo-marxistes ou les gauchistes au sens le plus large du terme ne sont pas déçus parce que le politique contrôle le marché, donc c'est pas la loi qui fait le marché, et les droitards, en opposition aux gauchistes, pour ne fâcher personne, justement, sont pas déçus parce qu'ils se disent « oui, mais c'est la demande, c'est le marché qui va faire l'économie, donc il n'y a pas de problème ». Mais à partir de là, si on parle de démocratie libérale, il faut qu'il y ait de la vraie démocratie et qu'il y ait du vrai libéralisme. Vous ne pouvez pas dire « non, mais la démocratie, elle est à géométrie variable », et on pense que quand il sort ceci des urnes, mieux vaut tout de même ne pas l'appliquer, et mieux vaut faire passer la Commission européenne, même si vous avez voté contre, et mieux vaut tout de même que le Rassemblement national n'accède pas au pouvoir, même s'il arrive en tête des voix, et en même temps, mieux vaut tout de même que si c'est votre propriété et que c'est votre immeuble, eh bien finalement, nous vous contraignons à le rénover pour le transformer en logement social. Pour peut-être loger des personnes issues de l'immigration également, ce qui n'est peut-être pas la volonté des Français. Je parle même pas de moi là, là je parle en tant que journaliste, mais je crois qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont plutôt opposés à l'immigration, qui regrettent que la France... C'est plus de 70% d'après le dernier sondage. Et 30% c'est ceux qui sont issus directement de l'immigration. Ou les électeurs et les filles. Ou les électeurs et les filles, mais c'est la même chose, généralement. Et je plaisante, bien sûr. Mais, à demi, est-ce que je regrette chez LFI, c'est que ils s'inscrivent... Premièrement, j'aime pas du tout l'attitude, mais là, je fais pas de politique, je parle des personnalités, je dirais la même chose, une personnalité... Ça peut être des macronistes, parfois, moins au Rassemblement national, vraisemblablement, un petit peu moins chez les Républicains, mais parfois aussi. Mais je veux dire, je regrette profondément l'attitude à l'Assemblée nationale, des députés LFI, qui n'est pas digne d'un député. On ne peut pas être député de la République, on ne peut pas être élu de la République et se comporter d'une façon aussi, illégitime et inappropriée. Mais la France insoumise, c'est le parti de l'extrême gauche moderne, en quelque sorte, qui s'inscrit dans la lignée de
Quand il y a le programme commun avec les socialistes, on va dire que les socialistes étaient, dans les années 70, un peu ce qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui, en quelque sorte, une gauche sociale qui peut s'adapter à la fois à la droite et à la fois aux communistes, en quelque sorte. Mitterrand, 1980. Mitterrand ou Emmanuel Macron, c'est pas très différent, c'est pas largement différent. Je pense que Mitterrand était moins socialiste. Qu'Emmanuel Macron. Ouais. Bah, moins de dettes, moins de dépenses publiques. Il était moins mondialisé, il était plus patriote, par ailleurs. Mais peut-être pas... Ça se rapproche quand même, c'est pas très éloigné, mais après l'époque a changé. Mais vous aviez de l'autre côté Georges Marchais, par ailleurs, qui était communiste, lui, et qui était farouchement opposé à l'immigration. Et le programme de Georges Marchais aujourd'hui, c'est le programme de qui ? De LFI ? Non, c'est le programme de Marine Le Pen. Mais c'est pour ça que quand vous parlez de Marine Le Pen en disant la candidate d'extrême droite, je dis là aussi, moi je suis pas d'extrême droite. L'extrême droite, a priori, ça peut faire peur, moins d'ailleurs que ce qu'on alimente dans les médias, on alimente une hantise de l'extrême droite. Et là aussi, il ne faut pas tout mélanger, il y a différentes catégories d'extrême droite, si on parle de l'extrême droite sur le plan économique simplement, ou si on parle de 1940 en Allemagne, c'est pas tout à fait la même chose quand même, je veux dire. Et là, il y a des choses qui sont absolument pardonnables, et même au Rassemblement National, il y avait une sympathie, pour ainsi dire, d'une forme aussi d'idéologie nationale-socialiste à l'allemande de la part de Jean-Marie Le Pen, par exemple, qui était... C'était tendancieux, mais c'était quand même assumé de la part de Jean-Marie Le Pen. Il flirtait avec cette limite qui était assez répugnante pour beaucoup, et pour une génération aussi, pour des personnes qui avaient vécu les horreurs du nazisme. Que ce soit des personnes d'ailleurs qui soient juives ou pas, ou françaises, ou communistes. Il y a beaucoup de communistes, beaucoup de juifs déportés, mais il y a beaucoup de franco-français aussi qui ont souffert des horreurs du nazisme au cours des années 40. Et vous avez donc cette extrême droite au cours des années 70, quand il crée son parti en 72, Jean-Marie Le Pen, qui flirte avec ses limites, très violentes entre guillemets, et en même temps, sur le plan, donc quelque chose que je réprouve totalement, ce que je viens d'exposer. Et d'autre part, un ultralibéralisme qui est totalement antisocial. Ce sur quoi je ne m'inscris pas particulièrement, moi d'ailleurs. C'était retraite à 68 ans de la part de Jean-Marie Le Pen, aucun respect pour les travailleurs handicapés, le maximum de la violence possible du libéralisme, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, vous avez une Marine Le Pen qui vous dit « Nous voulons le retour de la retraite à 60 ans ». Finalement, plus vraiment 62 ou 64, mais en tout cas, au départ, l'idée, c'était retour à 60 ans. Nous sommes opposés à l'immigration. Nous voulons taxer, Jean-Philippe Tanguy, les super profits. Moi, je suis contre, ça marche pas. C'est une hérésie. Taxer les super profits, je veux dire, c'est un effet d'annonce. Vous allez je le dis franchement, même allez, on séduit le pauvre type. Dit, regardez, c'est les riches qui vous ont tout pris, il faut les taxer, il faut leur prendre leur argent, et vous avez le mec en bas qui va dire, ou la femme en bas qui va dire, ouais, mais c'est vrai, ils sont tout, ils se gavent, il faut leur reprendre. Ça marche pas. Il faut définir un super profit aussi. Il faut le définir. Qu'est-ce que c'est qu'un super profit ? Je veux dire, au-delà de le définir, surtout, c'est que même ils l'ont défini, parce que c'est même pas, voilà, ça serait LVMH, c'est 8 sociétés, les super profits au sens même d'Emmanuel Macron, c'est 8 sociétés, c'est LVMH, Hermès, Total, quelques autres, mais ils seront partis avant. Ces groupes-là ne sont pas imposés de la même façon que le contribuable moyen. Ils travaillent dans différentes parties du monde. Le chiffre d'affaires de LVMH, même en France, il est dérisoire. C'est 5% du chiffre d'affaires mondial. Donc l'imposition sur les sociétés en France, forcément, est moins importante, puisqu'il y a si peu d'activités que la clientèle de LVMH, vous la trouvez plutôt à Hong Kong, en Asie, ou à Dubaï, ou au Qatar, que dans les rues de Marseille, de Lyon ou de Bordeaux. Je crois que ça me paraît évident, ou un peu aux États-Unis d'ailleurs. Pas au Brésil aussi. Mais donc ces sociétés-là sont pas vraiment préoccupées par le fait de se dire ce petit pays déclinant, socialisant qu'est la France, va vouloir nous prendre notre argent, parce qu'elles savent très bien qu'elles pourront mettre une armée forcément d'ingénieurs fiscaux et de génies de la finance pour trouver des solutions. Et il en existe. Et entre nous, elles ont bien raison. Elles ont bien raison de ne pas accepter. Donc l'idée de taxer les super-profits et aussi de se dire qu'il va y avoir de grandes entreprises comme ça qui vont continuer à déclarer leur activité en France et à travailler en France et qui vont se faire pomper jusqu'à l'os, ça n'est pas possible, ça n'est pas applicable.
Donc l'idée de taxation des superprofits, elle est à oublier. Et le Rassemblement national, aujourd'hui, vous dit on va taxer les superprofits. Donc là, j'expose un peu mon point de vue, mais c'est pas le but. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un parti qui vous dit retraite plutôt tôt que tard, 60 ans, 62, mais en tout cas plus tôt que les autres. On veut taxer les superprofits, et on est opposé à l'immigration. Moi, j'écoute Georges Marchais en 1974 ou 1981, c'est la même chose. Et il était communiste. Et par contre, aujourd'hui, je discute avec des communistes. Que disent les communistes ? Ils vous disent, on va peut-être changer de nom parce que on n'est pas vraiment communiste. C'est pas vraiment ça. Et ils ont pas tort, ils sont assez sincères parce que ils ont gardé une idée qui est celle de mettre tout en commun, mais ils se sont éloignés de l'idée marxiste qui est que tout appartenait au commun. Et c'est là la grande différence entre le communisme il y a 50 ans, à l'époque où les heures de gloire du communisme, quand vous aviez quand même Justin Niemeyer, l'architecte et beaucoup d'intellectuels, même Sartre, des Vergès, des personnalités illustres comme ça, qui étaient en proximité idéologique avec le communisme parce que ça représentait quelque chose de philosophique et de politique, au-delà de la simple lutte des classes en quelque sorte, qui n'a pas de valeur particulière. Moi, j'ai pas d'admiration pour les gens parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils sont riches. Je peux le dire, je suis fils d'ouvrier, j'ai très bien gagné ma vie ensuite. Donc j'ai pas de problème de légitimité à ce niveau-là. Mais j'ai pas de raison d'admirer un riche parce qu'il est riche, ou un pauvre parce qu'il est pauvre et qu'il se défend. Par contre, on a des raisons d'admirer un riche parce qu'il a créé de la valeur, ou un pauvre parce qu'il n'a pas de valeur à disposition, mais qu'il a une dignité qui fait qu'il veut générer de la valeur et qu'il est conscient qu'il doit être l'égal d'une autre personne, qu'elle soit riche ou pauvre. Donc au-delà de cette digression, pour revenir à ce que vous disiez au départ sur l'épargne, dans nos pays, mais il faut bien comprendre que ce sont nos pays européens, il n'y a plus d'argent en circulation. Et vous avez des États qui dépensent de plus en plus d'argent. Je fais un raccourci, volontairement prosaïque. Sous-entendu, l'économie ne fonctionne plus. Le commerce intérieur est paralysé. Quand j'ai échangé avec Bruno Le Maire sur un plateau de télévision, le but, c'était pas de le malmener, mais de lui dire, monsieur le ministre, il y a une défaillance record d'entreprises dans ce pays. Les entreprises françaises mettent la clé sous la porte. Ce ne sont pas mes chiffres. Vous lisez les Échos, l'autorité des marchés financiers communique les chiffres, l'INSEE, vous voyez tous les chiffres officiels, les entreprises mettent la clé sous la porte. Et vous déclarez, j'ai sauvé l'économie française. Et en même temps, on a un endettement record. Donc les entreprises mettent la clé sous la porte, on a un endettement record, et malgré cet endettement record et le fait que les entreprises mettent la clé sous la porte, l'assurance maladie est obligée de déléguer une partie de ses aides à des mutuelles privées parce qu'elle ne peut plus payer, on est obligé de créer de nouveaux impôts. En quoi est-ce que vous avez sauvé l'économie ? C'est ça la question. En parlant de Bruno Le Maire, on a notre nouveau magazine qui est sorti et qui a reçu toute la droite dedans. On a Marine Le Pen, Éric Zemmour, Marion Maréchal, Sarah Knafo, Jordan Bardella. Et je peux vous assurer que Bruno Le Maire n'est pas dedans parce que c'est un journal qui traite de la droite en France. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer en kiosque ou sur notre site internet. La dette française, vous étiez en train d'en parler. Dans quel état est la dette française et comment la résorber ? La dette française est dans un état catastrophique. On va émettre 300 milliards de dettes. Mais le grand mystère, je ne vais pas en parler longtemps parce que j'en ai tellement parlé, c'est qui achète notre dette et comment est-ce qu'on va faire pour financer cette dette chaque année à hauteur de 300 milliards. Qui, sur les marchés, va acheter 50, 60, 70 milliards, 100 milliards de titres obligataires de la France qui est un état en faillite aujourd'hui, qui est littéralement un État en faillite. Et de l'autre côté, vous avez une Union européenne qui fait tout pour émettre de plus en plus de dettes. Sauf que cette Union européenne n'a pas la légitimité pour émettre de la dette au nom des États. Et je lisais, il y a 2 jours dans la presse, dans les Échos d'ailleurs, pour les citer, un papier très bien écrit, je crois que c'est Guillaume Benoît, c'est un homonyme, mais il n'y a absolument aucun lien de parenté avec moi, qui écrit des papiers vraiment très brillants sur la situation financière dans les Échos, et qui relayait que les Allemands, une société allemande, qui devait, pour ainsi dire, comment expliquer ça assez précisément, contribuer à rendre la dette européenne plus liquide qu'elle ne l'est aujourd'hui, pour faciliter la tâche, pour remettre à nouveau de la dette à l'Union européenne, n'a pas accepté d'opérer
sur la dette européenne qui avait été émise pour le moment. Pourquoi cette société allemande n'a pas accepté ? Parce que ce que voit la société allemande, c'est on ne peut pas travailler d'une façon traditionnelle sur des paquets financiers qui nous sont livrés sur une dette qui n'a aucune légitimité. Parce que cette dette est émise par, une organisation, dire l'Europe au sens politique du terme, qui n'a pas de capacité à lever l'impôt pour le moment. Elle va en avoir probablement, elle va s'auto-octroyer le droit de lever l'impôt, mais pour le moment elle ne l'a pas. Donc vous avez forcément des ingénieurs financiers qui vous disent non, pour la stabilité de la finance internationale et de notre situation, on ne peut pas traiter à l'égal et apporter et faire tout ce qui est en nos capacités pour apporter de la profondeur et de la liquidité au marché de cette dette qui pour le moment ne représente pas grand-chose, c'est un peu un ovni de la dette en quelque sorte. C'est un peu comme la dette qu'on a émise pour... Je serais intéressé de connaître, là je suis pas dans le secret des dieux, je pourrais pas vous apporter des infos, on va dire, supplémentaires là-dessus, mais on a émis de la dette pour soutenir l'Ukraine avec de l'argent, pour le dire très simplement, des titres qu'on avait bloqués, qu'on avait gelés, qui étaient détenus chez nous, mais qui appartiennent à des Russes. Ça veut dire que cet argent sert de collatéral pour émettre des titres obligataires qui font qu'on engrange de l'argent qu'on envoie en Ukraine. Donc on envoie l'argent en Ukraine, et il y a des personnes qui sont dans la nature, je serais très curieux de savoir qui, et qui ont acheté des titres obligataires d'une dette dont le collatéral est de l'argent qui n'appartient pas à l'émetteur mais qui a été gelé. Et si Donald Trump, là, qui vient d'arriver au pouvoir, met fin à la guerre en Ukraine, et impose à nouveau des relations, allez, sans dire amicales ou folichonnes, mais cordiale entre la Russie et l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer sur cette dette qu'on a émise ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur rendre l'argent ou pas, aux Russes ? Et si on leur rend, qu'est-ce qui se passe par rapport au collatéral et à cette dette ? Puisqu'il n'y a plus de collatéral. Si on rend l'argent aux Russes, la dette qu'on a émise sur les marchés, pour récupérer de l'argent qu'on a déjà envoyé en Ukraine, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'elle devient, cette dette ? Donc il y a aujourd'hui, au sein de l'eurosystème, une forme de déraison, en quelque sorte, qui fait que on ne réagit plus par rapport à des raisonnements ou sociologiques, ou philosophiques, ou économiques, ou politiques, mais uniquement par rapport à du sensationnel, des intérêts, parfois privés, donc ça c'est aussi un gros problème, de délocaliser les organes de pouvoir de la nation à l'Union européenne, et on prend des décisions un peu à l'emporte-pièce en se disant il faut soutenir les Ukrainiens. Moi j'ai rien contre les Ukrainiens, personnellement, c'est pas... Voilà. Il faut soutenir les Ukrainiens, il faut leur envoyer de l'argent qu'on n'a pas, on prend de l'argent russe et on émet de la dette sur les marchés sans... Non, à ce moment-là, il faut que ça soit transparent. Je veux dire, moi, si j'étais aujourd'hui au pouvoir, mais je sens que c'est pas mon but, mais je veux dire, si j'étais président français, Premier ministre, ministre de l'économie, lorsqu'on prend des décisions de la sorte, et je suis persuadé qu'il y a des personnes d'une autre génération qui le feraient aussi, mais j'en vois pas beaucoup aujourd'hui par rapport à la génération actuelle, je dirais à l'Union européenne, ok, à la rigueur, pourquoi pas, vous voulez envoyer de l'argent en Ukraine ? Allez, d'accord. Après, c'est notre sujet, il est politique, si on envoie de l'argent ou pas en Ukraine. Mais si vous voulez qu'on envoie de l'argent en Ukraine, et qu'on émette de la dette avec de l'argent russe que nous gelons, à partir de là, je veux qu'il soit totalement transparent, que soit totalement transparente l'identité des acheteurs de ces titres. Et à ce moment-là, on saura à qui on a affaire. Et ça change déjà tout à fait la donne. Alors que là, vous avez des engagements qui sont pris sur des centaines de milliards, et c'est la même chose sur la dette de la France, sans qu'il y ait aucune transparence. Vous avez un État qui vit totalement à crédit, en effet. Et vous avez des finances publiques qui sont dans un état de dérive. Là aussi, c'était pas pour malmener Bruno Le Maire, mais quand j'ai été un peu avant-gardiste, sans prétention, mais en disant Bruno Le Maire, il y a un dérapage qui est visible, et il y avait une note, et aujourd'hui je vois que tout le monde en parle, et il y en a même qui sont beaucoup plus virulents que moi, et c'est idiot d'ailleurs, l'intérêt n'est pas d'être insultant, c'est pas, moi j'ai jamais insulté Bruno Le Maire, c'était pas le but, mais c'était de lui dire, donnez-nous des comptes, dites-nous pourquoi nous n'avons pas été informés de ce potentiel dérapage, c'est ça qui valait le coup de savoir, puisqu'il y avait une note du Trésor qui avait été communiquée. Et ce qui compte surtout, c'est de dire, Bruno Le Maire, c'est ce qui m'intéressait, je l'avais interpellé sur ce sujet, vous dites qu'il faut avancer sur l'union des marchés de capitaux. C'est-à-dire sur le fait de mobiliser l'épargne, vous le dites très directement, des Européens. Et mobiliser pourquoi ? Pour investir. Alors Mario Draghi dit pour investir, parce qu'on a décroché, on n'a pas suffisamment investi. C'est vrai que par rapport aux Américains, on a décroché. Comme je le disais précédemment, les Américains vont rafler la mise, totalement. Ils vont récupérer toutes les valeurs américaines, vont récupérer, mais d'une façon libérale, l'épargne du monde entier. Pourquoi ? Parce que vous allez vous dire... Allez, là j'ai 20 000 euros, qu'est-ce que je fais ? Je les mets dans l'indice S&P où je vais sélectionner quelques valeurs qui me semblent pas mal.
Je parlais des équipementiers précédemment, donc si vous regardez, peut-être que Tesla va monter, je l'avais prédit d'ailleurs avant l'élection de Trump, ça s'est produit déjà et ça va continuer. Peut-être que Tesla va un petit peu plus monter que Google, qui a soutenu Kamala. Peut-être, pour une double raison d'ailleurs, et aussi par rapport à d'autres constructeurs automobiles, parce que Tesla ne dépend pas directement des aides de l'État qui vont être drastiquement réduites aux USA par rapport à ses exportations, sa distribution de véhicules. Ce qui n'est pas le cas de Ford ou de General Motors, qui dépend massivement des aides de l'État pour être rentable sur la partie électrique. Vous avez plein de valeurs comme ça qui vont exploser forcément. Vous avez des équipementiers qui vont exploser. Vous, individuellement, vous vous dites, je vais mettre mes 20 000 euros là, ou dollars, je vais les convertir et je vais investir là-dessus, sur telle valeur. Je vais peut-être pas investir sur Stellantis ou Volkswagen. J'ai rien contre eux, mais je veux dire, si vous avez du Stellantis ou Volkswagen, je fais pas de conservation de patrimoine, mais posez-vous des questions aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et vous allez voir un équipementier américain bien positionné, vous dites, il y a les droits de douane qui vont être instaurés, donc à chaque fois que pour fabriquer une voiture, il va falloir un tableau de bord, on va avoir 20% au minimum supplémentaire si on le fait venir d'Allemagne. Telle société, même européenne, est déjà installée aux États-Unis, on va peut-être miser dessus, mais surtout la société américaine qui est déjà sur place et qui a ses usines, on va aussi faire le pari dessus. Donc on va être très nombreux. Et on fait tous des sélections aujourd'hui, enfin en tout cas pour beaucoup de personnes qui m'entourent, mais j'imagine que c'est le cas pour beaucoup, et des prédictions en se disant où est-ce qu'on va positionner notre argent, notre liquidité, en se disant là, forcément que ça va exploser, on le voit que ça va exploser. Et comme il y a un principe de vase communicant bien connu, la contrepartie, elle va être sur les valeurs qui vont s'effondrer ici, et elles vont être nombreuses. Alors il y a les valeurs du luxe aussi, qui vont s'effondrer pour d'autres raisons, mais il y a toutes les valeurs. Pour quelles raisons ? Parce que les valeurs du luxe, elles reposaient sur vous savez, la bourse, la finance, l'économie. Ça repose pas sur une forme de logique. Il faut pas se dire ça c'est artificiel, ça l'est pas. Il faut se dire est-ce qu'il y a un alignement de planètes ? Pour le luxe, il fallait que partout dans le monde, l'image de marque fasse plus rêver que la qualité, que la valeur intrinsèque. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, vous rêvez plus de la qualité que de l'image de marque. Et il fallait qu'il y ait énormément de classe moyenne, qu'il y ait beaucoup de liquidités. Et il y en avait beaucoup. Et il y en avait beaucoup en Chine. Donc Hermès, LVMH, Kering, toutes ces sociétés ont vendu à des Chinois, pour faire clair, qui avaient de l'argent, qui étaient monsieur et madame tout le monde, et qui voulaient montrer « Regardez, j'ai un sac Vuitton ». C'est tout. Ça marchait comme ça. Et ça a fait exploser Hermès, Kering, LVMH. Après, c'est plus compliqué, il y a eu des bonnes stratégies, il y a eu des bonnes... Prenez LVMH, c'est magnifiquement géré. C'est une entreprise qui est très bien gérée. Mais je veux pas fâcher LVMH, c'est pas le but, et ils en sont conscients aussi, et l'action a déjà perdu 200 € par rapport au début de l'année, par rapport à son plus haut. Mais c'est fini. C'est fini, pas à cause de la mauvaise gestion de LVMH, et Bernard Arnault restera très riche, je m'en fais pas pour lui, je veux dire, la famille Arnault sera à l'abri, et l'action ne va pas s'effondrer, mais elle va revenir probablement à une forme de normale, elle va revenir à la normale. Et vous avez d'autres actions en parallèle qui vont exploser. Mais c'est tout à fait logique, si je puis dire. Vous avez Nvidia qui a explosé ces derniers mois, on s'est tous aperçu, il y a certaines... Vous avez eu des explosions sur Apple exponentielles ces dernières années, parce que... il y a à chaque fois des concours de circonstances. Et là, les concours de circonstances sont en train de buter. Donc voilà pourquoi sur le luxe, c'est terminé par rapport à l'assèchement de l'épargne et par rapport au fait que vous avez on va dire une forme de nouveau luxe en quelque sorte. Et c'est pour ça que les Italiens sont à la pointe. Pourquoi ? Parce que les Italiens font une société, je ne vais pas donner de nom là pour heurter personne, mais une marque. Aujourd'hui, quand vous achetez une marque, et quand vous dites voilà, tu as ça, c'est fabriqué en Croatie, plutôt bien que mal, bien sûr, c'est vendu très cher, et il y a la marque. Aujourd'hui, les Italiens fabriquent en Italie, bien, c'est vraiment de la qualité, et c'est vendu tout juste cher. Et ça, c'est le nouveau luxe de demain. Ce qui fait que les Italiens aujourd'hui font partie des 6 plus gros exportateurs du monde, si vous ôtez les exportations énergétiques, parce que sur l'énergie, ils sont plutôt importateurs. Et donc vous avez une physionomie pour le luxe qui va totalement changer. Mais sur les États-Unis, pour revenir au vif du sujet, ils vont évidemment avoir un pléthore de sociétés qui vont voir évidemment leur cours bondir durant les mois qui viennent. Et dans l'intervalle, c'est les valeurs européennes qui vont s'effondrer. Donc il y a une politique qui est pro-business et qui est pro-libérale de la part de Donald Trump. Certains disent c'est inflationniste. C'est ce que je disais précédemment. Et je l'entends sur tous les plateaux, télé, radio, j'en parlais en coulisses là, il y a quelques heures.
tous les économistes qui vous disent c'est vraiment inflationniste le problème de Trump. Et je leur dis donc, vous pensez réellement qu'un président pro-business qui va engranger l'épargne mondiale sur le sol américain, qui va rendre tous les Américains plus riches, qu'ils soient d'ailleurs pauvres ou des multinationales, parce que les milieux d'affaires sont ravis, il faut quand même pas l'oublier que Trump soit au pouvoir. Hein. Comme en 2016. Comme en 2016. Où le cours de bourse avait explosé après l'élection de Trump. Exactement. Alors qu'on nous avait prédit le chaos, les sauterelles, la bourse qui allait s'effondrer... les marchés économiques sont plutôt rationnels. Donc vous croyez... Oui, parce que les marchés... Oui, jusqu'à présent, ils le sont. Ils le resteront normalement, tant qu'on s'y attaque pas, réellement. Mais pourquoi ? Parce que c'est épidermique, quoi. Là. C'est un instinct de survie, un peu. Vous prenez une décision et vous êtes en capacité de prendre votre décision. Donc c'est pour ça que le plus rationnel, en effet, sont les marchés, généralement. Et c'est pareil sur le Bitcoin. Bitcoin, c'est précis. On voit... Et d'ailleurs, je voulais vous parler de ce sujet-là. On peut en parler, le Bitcoin a explosé après l'élection de Trump. C'est pas étonnant, hein, c'est vraiment pas étonnant. Il va continuer à exploser, le Bitcoin. Et le Bitcoin deviendra un géant, mais j'en ai parlé régulièrement. Je vois parfois sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui disent que je suis anti-Bitcoin. C'est faux. C'était la question que j'allais vous poser. Je suis absolument pas anti-Bitcoin. Mais pour être anti, il faut être pro quelque chose, ou ça c'est très en vogue aujourd'hui. Moi je suis pas comme ça. Moi j'ai pas besoin d'être identifié. Je suis pas religieux. Hein. En économie, il y a pas de ni dans la vie d'ailleurs. Mais je veux dire, il y a pas de religion à avoir en économie. Faut regarder les choses, vous voyez le réel tel qu'il est, c'est tout. Moi ce que je vois, c'est que c'est la NSA qui a rendu public le code du Bitcoin, que tout ce qui gravite autour de l'écosystème dirigeant, même s'il est décentralisé, je sais qu'il y a pas de directeur, hein, mais je veux dire l'écosystème dirigeant, tout ce qui gravite autour est américain. Et y compris la nouvelle hégémonie programmée par Donald Trump. Donc vous avez le président de la République à venir des États-Unis, le président de la plus grande puissance économique, mais surtout en termes d'architecture de finance, la seule à ce niveau-là qui vous dit « nous allons faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies » et qui veut déréguler au maximum. Forcément que la grande crypto-monnaie va voir son cours exploser. Ça, c'est évident. Mais ce qu'est en train de dire Donald Trump, c'est qu'on va officialiser le Bitcoin. Alors, regarde, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est pas ça à proprement parler, c'est à quel moment les agences de notation, qui font jusqu'à présent le pluie et le beau temps, y compris sur le marché de la dette ici. Je parle des agences de notation occidentales, hein. S&P, Fitch, mais surtout S&P. À quel moment vont-elles réellement s'intéresser au Bitcoin ? C'est ça qui est intéressant. Et aux crypto-monnaies, et aux crypto-actifs. Aujourd'hui, si vous avez de l'or en portefeuille, vous êtes moins bien considéré, pour ainsi dire, que si vous avez des obligations d'État. Pourquoi ? Parce que les agences de notation disent à toutes les sociétés financières, non financières, bancaires, les organismes, il vaut mieux avoir ça en portefeuille pour pouvoir faire ça, en gros. Si vous avez tel collatéral, nous, on considère que vous êtes stable avec telle note, et si vous avez celui-ci avec telle note. Pour le moment, les crypto-monnaies, c'est inexistant, parce que c'est un ovni, ça vient d'arriver. Mais il y a bien un moment où les agences vont s'intéresser à ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Quelle est la méthode américaine ? La méthode américaine, depuis la nuit des temps. Et j'ai rien contre les Américains. Donc moi, je m'inscris pas dans l'anti-américanisme gauchiste et primaire, là, on peut le dire à ce niveau-là, qui est les Américains prennent le pouvoir sur nous. Laissez-les prendre le pouvoir sur nous, mais composer avec eux par ailleurs. Vous ne serez jamais aussi fort que les Américains, mais par contre, soyez forts chez vous, soyez nationalistes. Vous ne pouvez pas les empêcher de défendre leurs intérêts, mais ne leur ouvrez pas la porte et ne leur laissez pas, et là je reçois Arnaud Montebourg ou d'autres personnes justement qui défendent les intérêts français quand les Américains essaient de gangréner l'économie du pays. Mais les Américains dérégulent au maximum. En dérégulant, ils deviennent effectivement la capitale d'un écosystème, en l'occurrence crypto-monnaie, Bitcoin. Pourquoi ? Parce que vous avez bien compris que sur les crypto-monnaies, là, ça va se passer où ? En France ? Non, ça va se passer aux États-Unis. Ça va se passer beaucoup aux Émirats Arabes Unis aussi. Hein. Je reviens des Émirats Arabes Unis, vous allez au Luxembourg aussi, que je connais bien. Au Luxembourg, aux Émirats Arabes Unis, vous avez énormément de fonds qui travaillent aujourd'hui sur la future régulation des crypto-monnaies, et ça va bien plus loin que MiCA et que ce qu'on regarde au sein de l'Union européenne, d'un point de vue assez timide en quelque sorte, là aussi avec des représentants pas technique du tout, mais qui apporte uniquement un regard extérieur. Alors que là-bas, il se pose vraiment des questions sur la partie technique, comment ça va fonctionner, comment est-ce qu'on va pouvoir réguler. Les États-Unis, pour être précis, disent on dérégule au max, tout va se passer chez nous. Et à la fin, il faut bien réguler, hein, parce qu'une fois qu'un marché dérégulé prend une ampleur considérable, il y a forcément besoin de régulation. S'il n'y a pas de régulation, ça devient la jungle, et
c'est pas possible et ça va même à l'encontre de l'émergence et de l'hégémonie de ce secteur-là. Qui va réguler ? Celui qui avait dérégulé, en l'occurrence les États-Unis. Donc puisque tout va se passer chez eux. Et c'est toujours... On régule très bien avec l'Union européenne aussi. On l'a vu avec l'IA. C'est pas efficace. C'est-à-dire on ne crée rien, mais on régule. On censure, mais on régule pas. Mais à l'Union européenne, on régule pas. Comme je dis, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que je dis régulièrement que les Américains, lorsqu'ils lancent un pavé dans la mare, ou en quelque sorte, lorsqu'ils font des œillades, ils s'efforcent d'être véritablement séduisants. Ils vous créent quelque chose qui devient un géant. Wikipédia, Meta, X, YouTube, tout ça, sont vraiment des géants. Pourquoi ? Parce que si c'était en Europe qu'on avait créé YouTube... Ça s'appelle Dailymotion. Ça s'appellerait Dailymotion, si on l'avait laissé émerger par la suite. Si on avait créé Dailymotion qui marche comme YouTube par la suite, et que le siège soit installé en Europe, vous auriez eu forcément un Thierry Breton qui serait venu frapper à la porte du directeur général de Dailymotion en disant « Hop, là on a fait passer telle loi, il faut censurer tel contenu, et il faut pousser un petit peu France Info, ou il faut pousser un petit peu ça, il faut minimiser celui-ci, parce que ça va à l'encontre d'une forme d'opinion qu'on doit répandre, mais surtout, il y a de la violence dans les contenus. » Il se serait produit ça. Donc, qu'est-ce qui se serait passé ? Tous les annonceurs seraient partis. Parce que si vous êtes annonceur et que vous dites « on vous fait confiance simplement », c'est ce qui se passe sur YouTube, vous avez 5 secondes ou 10 secondes de pub, mais l'annonceur, c'est qu'il est vraiment vu. Parce que si la vidéo a fait 200 000 vues, il est vu par 200 000 personnes qui s'intéressent en plus à la finance, pour ce qui nous concerne, ou à d'autres sujets. Et sauf que si vous truquez ça, si vous galvaudez, si le système est galvaudé, les annonceurs partent, et le public part aussi. Et c'est pour ça que dans une moindre mesure, et pourtant c'est aux États-Unis, Meta perd énormément de vitesse. Pourquoi Meta perd de la vitesse sur Instagram ? Tout simplement parce qu'ils ont truqué les algorithmes. C'est tout. Ça part uniquement de là. Et pourquoi TikTok et X ont pris une émergence phénoménale ? Parce que ça n'est pas truqué, que c'est purement libéral, c'est-à-dire qu'il y a une demande, et que s'il y a une demande à laquelle on répond, forcément il y a de la publicité à mettre au milieu. Et elle est vue. Et donc ça marche. Et à l'Union européenne, on aurait ultra régulé ces secteurs-là, bien sûr. Ce qu'on fait dans quasiment tous les domaines. Et ce qui est un peu déprimant en quelque sorte, c'est pas mon naturel d'être déprimé par ailleurs, mais c'est que la population française aujourd'hui, au sens le plus large, population, ça va jusqu'aux milliardaires, vous pouvez avoir 500 millions aujourd'hui, vous faites... si vous êtes député européen aujourd'hui d'une ligne bien particulière et que vous avez été... vous êtes assez progressiste, et que vous êtes député européen, vous ne faites pas partie de la population, vous ne faites pas partie du peuple. Vous avez 100 millions de patrimoine, d'actifs financiers, une maison à Cannes, machin. Là, vous pouvez faire partie du peuple. Parce que c'est ce qui est assez particulier aujourd'hui. Jamais dans l'histoire, j'ai vu des gens beaucoup moins riches causer des ennuis à des gens beaucoup plus riches, avec des systèmes politiques. Quand je dis que je ne l'ai pas vu, je suis jeune, donc je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas connu par ailleurs avant non plus. Ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne valent rien en réalité, qui sont des petits mecs, qui sont vraiment pas... Ils sont interchangeables et ils le savent, et ils peuvent se retrouver demain... D'ailleurs, on les change souvent. Et tous les 5 ans, mais les nouveaux... Ils sont interchangés par ailleurs. Et ces gens-là sont capables de mettre à bas des écosystèmes qui pèsent 1000 fois plus qu'eux. Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc c'est là aussi où il faut vraiment définir ce qu'on qualifie comme étant le peuple. Donc on voit l'Arcom qui fait fermer C8 de Bolloré. Voilà. Donc vous avez un Vincent Bolloré qui a... Qu'est-ce qui se passe chez Vincent Bolloré ? Elle est très claire, la situation. Vincent Bolloré a des valeurs assez traditionnalistes, catholiques, libérales, plutôt. Il aurait pu s'entendre avec Macron. Peut-être. Probablement. Seulement... Vincent Bolloré avait investi massivement en Afrique ces dernières années. Et il y avait des relations avec l'Afrique qui étaient, avec la France, plutôt cordiales jusqu'à présent. Qui est responsable du déclin considérable de la perte de puissance presque inimaginable, quasi lyrique, de la France en Afrique ? Emmanuel Macron. Je n'invective pas, mais c'est de notoriété aujourd'hui. Donc, à partir de là, vous avez une rivalité entre quelqu'un de très puissant, parce qu'il est milliardaire, et qu'il a des médias, et quelqu'un de très puissant, parce qu'il est président de la République. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait jamais eu autant de rivalité entre Vincent Bolloré, l'Arcom et Emmanuel Macron. Mais ça, c'est encore une parenthèse et une situation beaucoup plus particulière, beaucoup plus privée, si je puis dire. Et...
Aux États-Unis, c'est la même chose. Si vous n'avez pas l'alliance, et encore, il se prend une balle sur le coin de l'oreille, si vous n'avez pas l'alliance de Donald Trump, qui est lui-même milliardaire et qui a le cuir particulièrement solide, d'Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, tour à tour, vous n'avez pas Donald Trump qui arrive au pouvoir. C'est absolument impossible. Mais en France, aujourd'hui, il me paraît presque inimaginable, inenvisageable qu'il y ait un sursaut. Ça peut arriver dans d'autres pays européens. Et j'étais en Espagne la semaine passée, je vois que dans des milieux d'affaires espagnols, et même dans la population, il y a une volonté profonde de liberté. Alors les Espagnols, c'est un peu particulier, parce que c'est des paysans, après ils sont pas particulièrement... Dans les classes très populaires, c'est pas les plus brillants. Les Italiens, dans les classes populaires, sont plus brillants que les Espagnols, parce qu'il y a toujours eu un côté beaucoup plus intellectuel sur le plan populaire, beaucoup plus dramaturgique chez l'Italien que chez l'Espagnol. L'Espagnol, c'est très simple, fait une caricature là, mais c'est pas, il n'y a pas de racisme, c'est de l'ethnologie. Il veut faire la fête, généralement, travaille la journée, et il veut pas de dimension politique dans sa vie privée. Alors que l'Italien, il veut une dimension politique. Il est très attentif au rang, au statut. Je parle là de la population après, pas dans... Si vous me parlez du directeur général de Zara, ça sera différent. Mais malgré tout, ces gens-là aiment passionnément la liberté d'entreprendre également. Donc ces pays-là vont peut-être s'en sortir. Et peut-être qu'on voit bien, le marché commun de l'électricité, c'est pas la France qui sort, c'est l'Espagne. On voit bien que les Italiens sont beaucoup plus revêches, récalcitrants que les Français également. Mais en France aujourd'hui, on peut vous expliquer qu'on va vous priver de vos libertés individuelles, qu'on va vous prendre vos biens immobiliers, qu'on va vous surtaxer de tous les côtés, et vous aurez toujours une grande partie de la population qui dira c'est peut-être obligatoire. Donc à partir de là, je vois pas comment on peut s'en sortir aujourd'hui. Et la prochaine solution, malheureusement, de l'Union européenne, c'est l'épargne. C'est de dire en effet, on a des investissements publics qui sont... Moi je suis contre les investissements publics. Ça marche pas. Ça marche pas parce que on a 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, endettement record. Et là, aujourd'hui, on n'arrive même plus à soigner les gens comme on les soignait précédemment. On n'arrive pas à avoir des services publics minimum de qualité. Donc la morale de tout ça, c'est très clair, c'est que c'est pas en dépensant beaucoup en dépenses publiques que le système fonctionne. Ce que dit Musk, c'est quoi ? On va couper de 2000 milliards dans la dépense. Il a raison. Il y a des milliers de personnes qui travaillent aux États-Unis et qui servent strictement à rien. Vous avez des fonctionnaires, on a fermé je sais pas combien de milliers de lits d'hôpital en France ces dernières années pour embaucher des fonctionnaires qui vont vous envoyer un courrier pour vous dire que vous n'avez pas payé ça et que vous devez le payer, qui vont vous contrôler, vous surcontrôler. À un moment, il faut sortir un petit peu, on va dire, de... C'est un peu comme quand on parle de la santé publique, justement. Et c'est pour ça que je suis ravi qu'il y ait Kennedy aussi aux USA, qui a, sans parler même de sujets plus tendancieux, mais surtout sur l'alimentation, sur tous ces sujets-là, une forme de bon sens par rapport aux calories vides, par rapport à tout ça. Il y a un moment où il faut s'extraire, en quelque sorte, du sujet purement technique, et ensuite, il faut y revenir. Mais on fait l'inverse, malheureusement, sur toute la ligne. Et se dire, bon, le problème de santé publique, là, il vient d'où ? On est un pays, la France, qui était un grand pays agricole. On a fait du marché agricole français un marché déficitaire. On a le plus grand nombre de McDonald's dans le pays. On a des aliments ultra transformés dans tous les lieux publics. Dans la SNCF, dans toutes les boulangeries, on les a fermées. On a causé leur fermeture par de mauvaises décisions politiques. On se retrouve avec des chaînes qui vous proposent des sandwichs que, personnellement, je ne toucherai même pas avec un bâton, je veux dire. Et à partir de là, on vous dit il y a un problème de santé publique. Vous vous extrayez de la situation et vous vous dites c'est quoi l'alimentation ? Et à partir de là, vous revenez à des fondamentaux. C'est tout. Et sur l'économie, c'est pareil. Vous dites l'économie, c'est quoi ? C'est des échanges. Et quand on dit l'économie va bien ou l'économie va mal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que si l'économie va bien, ça veut dire que c'est par rapport aux échanges suscités par la demande que les flux se sont faits. Et donc, qu'à partir de là, et c'est pour ça qu'on mesure la valeur par rapport au PIB, traditionnellement, qu'à partir de là, les échanges ont représenté de la création de valeur. Si par contre, vous avez des échanges colossaux, mais qui ne représentent pas une demande et qui ne représentent pas de la valeur, vous n'avez pas d'économie. Vous n'avez ni une économie qui se porte bien ou mal, vous n'avez plus d'économie. Vous tuez l'économie. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a asséché l'économie par trop de dépenses publiques. Les Américains qui ont inventé la cigarette et qui l'ont répandue et qui l'ont délaissée plus tôt que tout le monde, disent aujourd'hui, on voit, pourtant ils n'ont que 38% de dépenses publiques, disent aujourd'hui, on voit que c'est allé trop loin dans cette dérive, on veut mettre fin à ça, on veut revenir à un principe d'économie libérale. Il faudra en faire autant ici.
Et une dernière question rapide, est-ce que la France est sauvable au niveau économique ? Non, pas sauvable. Impossible. Non, la France s'en sortira pas. Moi, je vous le dis très clairement. Mais c'est une question de... Il y a des pays qui s'en sortiront comme la Suisse, probablement. Moi, je miserais beaucoup sur la Suisse aujourd'hui, y compris sur la monnaie, pour différentes raisons. Parce que, alors, premièrement, la Suisse va être un petit peu, mais je vais être rapide, mais pour être assez complet malgré tout, va pâtir momentanément du déclin de l'Union européenne, parce que même si elle n'en fait pas partie, elle est au milieu géographiquement et qu'elle est associée à tout cela. Mais ça va être, paradoxalement, le principal pays qui fonctionne d'interconnexion entre l'Europe, la zone européenne, mais pas politique, et les États-Unis, et le Moyen-Orient. Tous les fonds, aujourd'hui, qui sont installés à Dubaï, parce qu'il y a beaucoup de fonds aux Émirats Arabes Unis, ils communiquent avec qui ? Pas avec Paris, ils communiquent avec la Suisse. Ils sont installés à Zurich, et vous avez Los Angeles, Washington, Zurich, Dubaï. Il faudrait regarder les vols, mais il y a beaucoup plus de vols Washington-Zurich, donc là ça va fonctionner. Les pays du Sud ça pourrait fonctionner aussi, mais la France peut pas être sauvée parce que il y a eu une immigration massive qui a été beaucoup moins bien intégrée que dans les autres pays, Italie ou Espagne. Vous allez en Espagne, vous voyez dans les classes très populaires que la nation existe encore. La nation française, je suis même pas certain qu'elle existe. Plus personne. Moi, je me sens plus vraiment français. J'aimais passionnément la France pourtant, et je suis patriote. C'est ce qui est particulier à dire, mais je veux dire, je me sens pas vraiment français au sens moderne du terme. Quand je vais en Italie, j'ai des origines italiennes par ailleurs et pas espagnoles, mais quand je vais en Espagne, c'est la même chose. Mais quand je vais en Espagne et en Italie, je me sens occidental, je me sens européen, je me sens faisant partie de cette culture latine, beaucoup plus que quand je suis en France. Et quand je suis en France, finalement, je vois bien que toute la culture, mais même très proche, ça va jusqu'au cinéma de sauté des années 70 ou jusqu'à la période un peu gaulienne et Audiard, voilà, Jean-Loup Dabadi, tout ça, ça a déjà été oublié, c'est totalement rayé. On l'a totalement abandonné. Alors que les Italiens n'ont pas abandonné leur culture 70s, les 40 dernières années, ils les ont en mémoire. Donc ces pays-là vont sûrement s'en sortir. Et je vous dis, en Suisse, j'étais à Zurich il y a 15 jours, vous vous trouvez dans un lieu public à Zurich, dans des milieux d'affaires, mais pas seulement, vous avez encore des gens qui sont habillés, vous avez des couples, garçons-filles, bras dessus, bras dessous, qui marchent dans la rue en se tenant le bras, les mecs en costume avec la cravate, les filles en robe. Vous voyez ça à Paris, vous ? Non, c'est fini. Donc c'est pour ça que la France ne s'en tirera pas. Il n'y a pas une nation française, personne. Je rejoins avec beaucoup d'ironie et d'acidité Emmanuel Macron quand il dit qu'il n'y a pas de culture française. Je suis d'accord avec lui, j'ai envie de lui dire, en effet, il n'y a plus de culture française. La France des années 2020 représente absolument rien. Pour moi, elle représente une période sombre de son histoire et je ne crois personnellement pas qu'elle se relève, en tout cas mes objectifs. Et c'est pour ça que je ne fais pas de politique d'ailleurs. Je ne viendrai pas sauver le pays. Moi, je ne suis pas là pour sauver le pays. Je ne sauverai pas la France. Mes objectifs personnels sont plutôt ailleurs aujourd'hui que dans ce pays. Par contre, j'aimerais sauver ce qu'il y a à sauver, mais le pays ne se relèvera pas. Les 20 prochaines années seront assez dramatiques. Attention, impossible n'est pas français. Tom Benoît, merci beaucoup. J'invite les auditeurs à aller se procurer le nouveau magazine Pure Politique qu'on a sorti, 2027 à cœur ouvert, ils nous répondent, où vous pourrez retrouver des interviews de Marine Le Pen, Jordan Bardella, Sarah Knafo, Éric Zemmour, Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, Éric Ciotti et bien d'autres. Et pour vous autres auditeurs, je vous retrouve très vite pour une prochaine interview. Merci beaucoup, au revoir.